On nous a inculqué toute notre vie une version simple et commode du passé, à savoir que les gens du 19e siècle, à peine maîtres des machines à vapeur et des grues primitives, auraient eux-mêmes érigé des palais, des temples et des complexes gouvernementaux gigantesques, comparables en échelle aux métropoles modernes. Mais si vous entendez ma voix à présent, cela signifie que vous êtes prêt à découvrir ce sur quoi les universités, les académies des sciences et les archives, fermées aux citoyens ordinaires, préfèrent garder le silence. Vous avez été trompé, et cette tromperie dure depuis plus de 2 siècles. Que cachent les historiens? Pourquoi les constructions les plus grandioses de la planète ont-elles l'air d'avoir été bâties par des êtres pour qui nos normes de construction actuelles ne sont qu'un jeu d'enfant? Et surtout, qui nous a réellement laissé ces traces architecturales? Imaginez des portes de la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Imaginez des colonnes que même les ingénieurs modernes ne pourraient installer sans des mécanismes extrêmement complexes, nécessitant des équipements informatiques et des engins lourds qui, selon les manuels officiels, n'existaient tout simplement pas au XIXe siècle. Si vous observez attentivement les façades des immenses bâtiments des anciennes capitales, vous verrez des traces de gravures sur pierre d'une régularité parfaite, si précises qu'elles rappellent un usinage au laser industriel. On nous dit que tout cela a été réalisé par des artisans à la main, à l'aide d'un ciseau et d'une simple échelle en bois. Mais demandez-vous, des milliers d'ouvriers, que la démographie officielle enregistre à peine dans ces régions, auraient-ils pu créer de tels complexes gigantesques dans les délais avancés par les historiens? Où sont les calculs? Où sont les documents sur la logistique? Où est ne serait-ce qu'un indice sur la manière dont ils déplaçaient des blocs pesant des dizaines de tonnes dans des rues urbaines qui, à l'époque, n'étaient même pas pavées? Il n'y a pas de réponse. Et ce n'est pas un hasard. Plus j'étudiais les anciens plans de ville, plus je ressentais qu'une pause soigneusement dissimulée se trouvait devant nous dans l'histoire. Comme si, dans notre passé, quelqu'un avait arraché une immense couche de connaissances, puis inséré une version commode. À savoir que toute cette architecture grandiose serait apparue naturellement, pas à pas. Mais même un cours de mathématiques de niveau scolaire montre. Les statistiques démographiques officielles ne correspondent tout simplement pas. Par exemple, au milieu du XIXe siècle, de nombreuses régions d'Europe avaient une population inférieure à celle d'un grand quartier moderne de métropole. Mais en même temps, ces mêmes régions construisaient d'une manière ou d'une autre de grandioses gares ferroviaires, des cathédrales, des bâtiments gouvernementaux avec des dômes gigantesques et des systèmes d'égouts extrêmement complexes. Quelque chose cloche manifestement ici. J'ai trouvé des données d'archives selon lesquelles la construction de certains ouvrages n'aurait pris prétendument que quelques années. Mais pour déplacer ne serait-ce qu'une seule dalle de pierre pesant des dizaines de tonnes, une entreprise de construction moderne utilise de puissantes grues, des équipes entières de spécialistes et des calculs complexes. Et ce, en disposant d'ordinateurs. Comparez cela aux ouvriers du XIXe siècle qui, si l'on en croit l'histoire officielle, vivaient dans des maisons en bois, souffraient du manque d'outils, d'un analphabétisme de masse et de maladies élémentaires. Comment ont-ils pu créer une architecture que nous ne pouvons toujours pas reproduire? Pourquoi personne ne pose cette question publiquement? J'ai cherché une explication et suis arrivé à une conclusion qui donne la chair de poule. La version officielle de l'histoire a été créée pour que nous ne sachions jamais qui possédait des technologies capables d'ériger des constructions de plusieurs tonnes comme s'il s'agissait de simples jouets. Nous observons les traces d'une civilisation qui a soit disparu à la suite d'une catastrophe mondiale, soit été détruite intentionnellement. Et le plus effrayant, plus je creuse, plus il devient évident que nous avons été placés à la place de ceux qui doivent seulement admirer, mais ne pas poser de questions. Et tout cela mène à l'essentiel. Si les gens du XIXe siècle n'ont pas pu construire une telle architecture, alors qui l'a pu? Quand on commence à comparer les données officielles avec ce que l'on peut voir de ses propres yeux, on a l'impression d'être devant un immense échiquier
sur lequel quelqu'un aurait disposé les pièces rétrospectivement. Je regarde les colonnades gigantesques des anciennes capitales, les palais avec des plafonds hauts de 3 et parfois 4 hauteurs d'hommes, les blocs de pierre qu'il faudrait aujourd'hui transporter avec des véhicules spéciaux, et je ne vois qu'une chose. Ce n'est pas l'échelle de la main humaine du 19e siècle. C'est l'échelle d'une civilisation pour laquelle de telles constructions étaient la norme. Et nous les avons simplement héritées, comme des enfants qui auraient trouvé une forteresse abandonnée dans la forêt et auraient décidé qu'ils l'avaient construite eux-mêmes. Réfléchissez. On nous dit que bon nombre des bâtiments les plus complexes ont été construits en 10, parfois 15 ans. Mais prenons un exemple simple. Une entreprise de construction moderne, disposant de modélisation informatique, de grues en acier, de centrales à béton et de plateformes de levage, érige un grand bâtiment administratif de taille moyenne en environ 5 à 7 ans. Mais il s'agit de béton, de structures métalliques légères, de blocs préfabriqués et d'éléments standardisés. Maintenant, imaginez le 19e siècle, où il n'y a pas de moteur électrique, pas de monte-charge de construction, pas de structure à cadre métallique, pas de soudure. Et pourtant, on nous propose de croire que des ouvrages gigantesques avec des dizaines de colonnes, de statues de marbre et de coupoles ont été construits dans des délais similaires, et parfois même plus rapidement. Comment? La réponse des historiens sonne presque comme une moquerie, le travail de masse. Mais vérifions les mathématiques. Dans plusieurs régions d'Europe au milieu du 19e siècle, la population urbaine atteignait à peine quelques dizaines de milliers de personnes. Maintenant, supposons qu'une partie significative de ces personnes ait été employée dans la construction. Qui alors cultivait le pain? Qui exerçait l'artisanat? Qui faisait du commerce? Qui construisait les routes? Qui entretenait les villes? Et le plus important, qui pouvait bien être un spécialiste de la taille de pierre? Car pour sculpter une colonne parfaitement droite, il faut des décennies d'expérience et des outils métalliques de haute qualité, qui étaient rares. La démographie officielle se dissipe comme de la fumée. Il suffit de poser quelques questions gênantes. Passons maintenant à ce que j'appelle les traces mathématiques d'une civilisation passée. En étudiant les plans des vieilles villes, j'ai remarqué des proportions récurrentes qui correspondent non pas aux capacités des bâtisseurs du 19e siècle, mais à un système clair, basé sur des normes unifiées. Ce système utilisait les mêmes distances entre les colonnes, les mêmes angles de façade, les mêmes hauteurs de portail d'entrée. Cela n'est possible qu'avec l'existence d'une école d'ingénierie centralisée, et une école bien plus ancienne et développée que celle qui est apparue à l'époque de l'industrialisation. Imaginez un réseau d'architectes et d'ingénieurs maîtrisant des technologies qui permettent de déplacer des constructions de plusieurs tonnes avec une précision au millimètre près. Où sont leurs traces? Où sont les manuels? Où sont les outils? Pourquoi rien de tout cela n'a-t-il été conservé? Et qu'à la place, nous recevons la légende selon laquelle tout a été construit littéralement par les mains de paysans, à peine installés en ville. Mais la manifestation la plus frappante du mystère est l'inadéquation entre le niveau technologique de la construction et le niveau de vie de cette époque. Comment est-il possible qu'un peuple qui portait encore des sabots en bois ait créé une architecture surpassant les capacités du XXIe siècle? Comparez les anciens palais, dont les murs sont faits de pierres de plusieurs hauteurs d'hommes, avec les bâtiments des ministres modernes, où même le revêtement se détache souvent après 10 ans. Pourquoi, si le 19e siècle possédait de telles technologies, ne les voyons-nous plus nulle part ailleurs? Pourquoi un déclin si abrupt est-il survenu? Pourquoi, après un prétendu âge d'or de la construction, une période s'ensuit-elle soudain où nous pouvons à peine maintenir en état de fonctionnement ce qui nous a été légué? Cela ressemble à un scénario où nous serions arrivés trop tard, lorsque le véritable créateur avait déjà disparu, laissant derrière eux de gigantesques enveloppes de pierre. Et tout ce qu'ils nous ont laissé, ce sont des inscriptions, des documents et des légendes qui ont été consignés après l'effondrement de cette civilisation. Alors,
Qui a construit tout cela? Et pourquoi les traces de cette puissance sont-elles si méticuleusement cachées encore aujourd'hui? Plus je m'immergeais dans les vieilles archives, plus il devenait clair. L'histoire officielle semble éviter délibérément la confrontation directe des dates, des technologies et de la démographie. Trop d'incohérences, trop de miracles, là où devrait se trouver une logique simple. Mais le plus intéressant a commencé lorsque je suis tombé sur les statistiques industrielles de la fin du 19e siècle. Elles indiquaient que la production d'acier, de briques et de ciment dans certaines régions était si insignifiante qu'elle aurait à peine suffi à la construction de quelques pâtés de maisons d'une ville moderne. Et pourtant, on nous affirme que c'est durant cette période que furent érigées des cathédrales gigantesques, des centres administratifs à plusieurs étages, des ponts de plusieurs centaines de mètres de long et des palais dont la superficie dépasse celle de villages entiers. Ce n'est pas une simple erreur. Cela indique que la base même de la chronologie a été ajustée pour s'adapter à une version commode. J'ai remarqué un phénomène étrange, dont peu de gens parlent. Les vieux bâtiments semblent non pas construits, mais taillés dans des masses monolithiques. Observez les façades de certaines anciennes capitales. Les murs de pierre présentent des lignes parfaitement droites, sans traces visibles de maçonnerie primitive, sans les erreurs caractéristiques du travail humain. Les masses murales semblent étirées dans un rythme unique, comme si elles avaient été créées non pas avec des briques, mais par une méthode plus sophistiquée. Mais laquelle? On nous dit ils ont utilisé un grand nombre d'ouvriers qui savaient travailler professionnellement. Bien. Mais alors, où sont ces ouvriers? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de baraquements de chantiers gigantesques, d'écoles spéciales de tailleurs de pierre ou de la production d'outils métalliques à l'échelle nécessaire? Pourquoi voyons-nous des dizaines de milliers de pages sur la façon dont les paysans vivaient dans des isbas, mais pratiquement rien sur les personnes qui, prétendument, ont érigé les merveilles architecturales de la planète? Maintenant, imaginez un autre fait. Nombre de bâtiments gigantesques du 19e siècle étaient déjà partiellement détruits à cette époque. Sur les vieilles photographies, nous voyons des traces de fusion, d'effondrement, de colonnes gisant au sol, comme si les bâtiments avaient subi non pas une construction, mais une catastrophe. Comment l'histoire officielle explique-t-elle cela? Erreur lors de l'édification, usure naturelle, problème de sol. Mais pourquoi l'usure n'est-elle alors observée que sur les anciennes constructions monumentales et non sur les structures primitives en bois de la même époque? Pourquoi les coupoles les plus complexes se fissuraient-elles, tandis que les cabanes alentour restaient intactes? Cela ressemble à des traces d'ondes de choc, de haute température ou d'un autre destructeur. Et si ce sont réellement des traces de catastrophe, cela signifie que ces bâtiments existaient bien avant qu'on ne les attribue au 19e siècle. Maintenant, à propos de la démographie. Selon des données officielles, la population des grandes villes a été multipliée par plusieurs fois en l'espace d'1 à 2 décennies à peine. Mais comment cela est-il possible si pendant cette même période, il y avait des épidémies, des famines, des migrations massives et l'absence de médecine? De plus, les villes semblaient conçues pour un nombre d'habitants bien plus important qu'en réalité. Des rues très larges, des places gigantesques, d'immenses sous-sols et salles qui, selon l'idée des historiens, étaient construits pour de petites sociétés d'artisans et de fonctionnaires. Mais à quoi bon alors de telles échelles? Pourquoi l'architecture est-elle conçue pour des dizaines de milliers de personnes simultanément, si la population, au moment de la construction, était des fois inférieure? Tout cela ressemble davantage au décor restant d'une civilisation passée, dont la population était bien plus nombreuse, plus avancée technologiquement et mieux organisée que nous ne le pensons habituellement. Et plus je comparais les chiffres, plus il devenait clair. L'écart entre la réalité et la version officielle est immense. Ce n'est pas une erreur,
ce sont les traces d'une réécriture de l'histoire. La découverte la plus stupéfiante fut celle qui a complètement bouleversé ma compréhension des événements. Je suis tombé sur des documents selon lesquels de nombreux bâtiments anciens n'ont pas été construits, mais restaurés. Oui, c'est exactement ainsi qu'ils sont consignés dans les rapports. Restauration, reconstruction, remise en état. Mais comment peut-on restaurer ce qui vient d'être construit? Cela ne signifie qu'une chose. Ces constructions gigantesques existaient bien avant notre époque supposée et ont simplement été adaptées à une nouvelle réalité. Ainsi se pose la question principale. Où sont passés les créateurs de ces ouvrages? Et qui, aujourd'hui, s'efforce de nous empêcher de relier toutes ces données? Je continuais à assembler les pièces éparses de cette immense mosaïque et le tableau devenait de plus en plus inquiétant. Plus j'avançais, plus je ressentais que toute notre histoire ressemblait à d'immenses archives dont la moitié des pages avaient été arrachées. Et les restantes, réécrites de manière à dissimuler une vérité fondamentale. Et ce sentiment s'est intensifié lorsque j'ai comparé les données sur le climat, les migrations et les brusques sauts démographiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Il s'est avéré que de nombreuses régions du globe ont connu une diminution drastique de leur population en l'espace d'une seule génération. Mais au lieu d'expliquer les causes, les historiens se limitent à des phrases générales. Maladies, guerres, difficultés économiques. Cependant, si l'on examine attentivement les documents de cette période, il devient évident. Aucun processus ordinaire n'aurait pu entraîner une telle ampleur de disparition humaine. Cela ressemble aux conséquences d'une catastrophe mondiale, dont les traces sont aujourd'hui méticuleusement masquées sous le couvert de changements naturels. Comparez les photographies anciennes avec les modernes, vous remarquerez un détail étrange. La plupart des vieux bâtiments semblent enfouis dans le sol. Les étages inférieurs se sont retrouvés sous une couche de terre d'1 mètre d'épaisseur. On nous explique cela par une accumulation naturelle du sol. Mais pourquoi alors seuls les bâtiments monumentaux en pierre auraient-ils souffert de cette accumulation et non les constructions plus récentes à proximité? J'ai trouvé des dizaines de clichés où l'on voit que les premiers étages des anciennes structures ont été presque entièrement engloutis sous terre, comme si la ville avait été à un certain moment recouverte par une gigantesque vague de boue ou de sédiments. Mais aucun manuel n'en fait mention. Pourquoi? Parce qu'un tel scénario catastrophique détruit complètement l'idée d'un développement continu et paisible de la civilisation humaine. Il démontre clairement, entre nous et les créateurs de l'architecture gigantesque, s'étend un gouffre, rempli d'une tragédie inconnue. Et plus j'étudiais les anciennes constructions, plus une autre pensée effrayante devenait claire. L'échelle des bâtiments ne correspond manifestement pas aux proportions humaines. Des entrées d'une hauteur de 2 hauteurs d'homme. Des escaliers où une personne ordinaire se sent comme un enfant. D'immenses couloirs. Des salles avec une acoustique conçue pour des voix d'une force incroyable. Pour qui tout cela a-t-il été créé? Pour la population peu nombreuse du XIXe siècle? Pour des fonctionnaires ayant étudié dans des écoles en bois? Pour des paysans qui savaient à peine lire et écrire? Évidemment non. Ces constructions étaient destinées à ceux qui étaient bien plus nombreux, technologiquement plus puissants et qui possédaient un mode de vie différent. Comme si nous vivions aujourd'hui à l'intérieur de costumes architecturaux cousus non pas pour nous. Passons maintenant à ce que j'appelle les octets choquants. Il existe des documents où étaient indiquées des données sur la quantité de blocs de pierre utilisés pour la construction de certains ouvrages. Et voici ce qui est frappant. Dans plusieurs cas, les volumes de matériaux dépassent ce que la région aurait pu physiquement produire en plusieurs décennies. Pour transformer une telle quantité de pierre à la main, il aurait fallu des centaines de milliers de tailleurs de pierre qui ne pouvaient tout simplement pas exister. Il manquait de monde.
Cela signifie que soit il existait des technologies permettant de transformer la pierre en des volumes inaccessibles au XIXe siècle, soit les matériaux avaient été livrés ou traités avant cette époque. Dans les deux cas, la version officielle s'effondre. Mais le plus intéressant, c'est la brusque réinitialisation technologique qui se produit quelques décennies plus tard. Comme si quelqu'un avait exigé que les gens perdent les compétences et les connaissances permettant d'ériger de telles constructions. Les bâtiments gigantesques ont soudainement cessé d'être construits. L'architecture s'est brusquement simplifiée. Apparaissent des murs minces, des matériaux bon marché, une construction rapide. Plus aucun géant de pierre n'apparaît. Pourquoi? Que s'est-il passé? Où sont ces maîtres qui, selon les manuels, créaient des merveilles? Pourquoi leurs écoles, méthodes, outils ont-ils disparu sans laisser de traces? On a l'impression que nous avons été témoins d'un recul civilisationnel, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « redémarrage » et effacé tout ce qui rappellerait l'ancienne puissance. Et maintenant, un autre fait sur lequel on préfère garder le silence. Dans plusieurs documents du XIXe siècle, on trouve une étrange formulation. Les bâtiments sont adaptés aux nouvelles exigences. Adaptés? À quelles exigences précisément? Si les bâtiments ont été construits récemment, pourquoi les adapter? C'est une indication directe qu'ils existaient déjà, mais nécessitaient une adaptation à une autre culture, à d'autres tailles de ville, à d'autres gens. Imaginez, vous trouvez une forteresse gigantesque et la transformez en bâtiment gouvernemental. C'est exactement ce qui se passait partout. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Nous sommes les héritiers des ruines. Et quand on met tout cela bout à bout, les effondrements démographiques, les traces de catastrophes, les échelles gigantesques, les technologies impossibles, l'absence d'outils, et le plus important, la perte brutale de puissance architecturale, il devient évident. L'histoire officielle cache les traces d'une civilisation qui a disparu presque instantanément. Mais elle n'a pas disparu complètement. Les traces de sa construction se dressent juste devant nous. Nous avons simplement pris l'habitude de ne pas y prêter attention. Et alors se pose une question qui glace le sang. Si cette civilisation a disparu, qu'est-ce qui l'a détruite? Et surtout, cela peut-il se reproduire? Plus je me rapprochais du point final de mon enquête, plus je ressentais clairement. Nous vivons sur les décombres d'un monde auquel on ne nous donne même pas le droit de réfléchir. Les complexes architecturaux gigantesques attribués aux gens du XIXe siècle ne sont pas un simple héritage. Ce sont les traces d'une autre époque, d'autres technologies et, peut-être, d'une autre civilisation qui a disparu si rapidement, comme si elle avait été balayée de la surface de la Terre d'un seul coup. Et lorsque j'ai tenté de retracer ce moment de disparition, j'ai découvert une chose étrange. Comme s'il y avait une rupture dans l'histoire, un vide d'1 à 2 générations. Une telle période n'est jamais mentionnée directement, mais elle est perceptible dans les statistiques, la démographie, l'architecture et même la littérature de l'époque. Comme si quelque chose d'une telle ampleur s'était produit entre les XVIIIe et XIXe siècles, que les conséquences sont encore cachées sous la couche de la version officielle. Essayez de regarder cela sans préjugés. À un certain moment, une civilisation existait sur la planète, capable d'ériger d'énormes constructions en pierre, de travailler avec des monolithes, d'utiliser des technologies de traitement des matériaux inaccessibles même à nous aujourd'hui. Puis, un effondrement brutal. Des bâtiments détruits, des rues ensevelies sous la terre, une population disparue, des technologies réinitialisées. Et quelques décennies plus tard, soudainement la croissance des villes, un afflux de personnes, le début de l'ère industrielle. Mais qui étaient ces gens? D'où venaient-ils? Pourquoi ont-ils occupé des villes manifestement construites non pas pour eux? Sur les vieilles photographies de la fin du XIXe siècle, une chose saute aux yeux, un vide incroyable. D'immenses places urbaines sans foule, des bâtiments gigantesques avec quelques personnes éparses à côté, comme si l'échelle de l'architecture et l'échelle de la population ne correspondaient pas. Où sont les centaines de milliers d'habitants si les villes auraient prétendument connu une croissance fulgurante?
Pourquoi sur les photos voyons-nous des rues vides, des constructions sans signe d'activité, d'énormes ponts sans transport, comme si ces villes étaient déjà prêtes, mais pas encore habitées? Et cela change complètement l'image. On nous a appris que les villes grandissaient progressivement, mais les clichés montrent le contraire, comme si une civilisation avait été implantée dans des décors déjà prêts. Et là, la pensée la plus effrayante surgit. Peut-être la civilisation précédente a-t-elle disparu subitement, et sa place a été rapidement occupée par de nouveaux groupes de population qui ont maîtrisé l'infrastructure restante, mais ne pouvaient pas la reproduire. C'est pourquoi les technologies de construction des bâtiments monumentaux gigantesques n'ont pas seulement été oubliées, elles étaient inaccessibles pour les nouveaux habitants. Ils vivaient dans un monde où les murs étaient plus épais que les maisons de leurs ancêtres, où les portes étaient plus hautes que leur taille, où les salles ressemblaient à des temples destinés à un autre peuple. Ils ne construisaient pas, ils adaptaient. Et cela explique la simplification technologique abrupte. Les nouvelles personnes ne savaient tout simplement pas comment reproduire ce qu'elles avaient hérité. Mais alors, la question principale se pose. Qu'est-ce qui a détruit les créateurs précédents? J'ai trouvé des dizaines d'indices d'une catastrophe qui aurait pu être mondiale. Dans certains documents, sont décrits des phénomènes étranges. Des incendies gigantesques, sans cause apparente. Des villes recouvertes de couches de sédiments d'1 mètre d'épaisseur. Une mortalité massive de la population. Des sauts climatiques brusques. Tout cela ressemble aux traces d'un événement que l'histoire officielle préfère appeler des incidents locaux, bien que l'ampleur rappelle davantage une catastrophe mondiale. C'est probablement elle qui a causé la disparition de ceux qui possédaient des technologies qui nous sont inaccessibles. Et ce qui a survécu est devenu la base d'une nouvelle chronologie, construite artificiellement. Et nous voilà à la partie la plus désagréable. Si cette vérité a été cachée pendant plus de 100 ans, c'est qu'il y a une raison. La destruction des anciennes connaissances, la réécriture de l'histoire, la création d'une nouvelle chronologie, tout cela ne ressemble pas à un processus naturel. Cela ressemble à une opération de réinitialisation de la civilisation. Imaginez, le monde est purgé des anciennes connaissances, des anciennes technologies, des anciens peuples. Une nouvelle ère commence, où la population est introduite dans une nouvelle réalité, en lui expliquant que tout ce qui l'entoure est son mérite, son histoire, ses réalisations. Mais en réalité, ils vivent dans l'ombre d'un monde passé. Et là, la dernière question, à laquelle il est impossible d'échapper, se pose. Si quelqu'un a déjà réinitialisé une civilisation, qu'est-ce qui l'empêche de le faire à nouveau? L'architecture gigantesque qui nous entoure, comme un rappel que l'histoire peut être réécrite à tout moment. Que nous ne sommes que les habitants temporaires d'un monde créé par d'autres. Et que les entités grandioses du passé peuvent revenir, ou disparaître, aussi subitement que la civilisation actuelle est apparue. Et alors tout prend un nouveau sens. Nous n'explorons pas seulement un mystère. Nous tentons de comprendre à quelle étape d'un immense cycle nous nous trouvons actuellement. Le 19e siècle a-t-il été le début d'une nouvelle ère? Ou n'était-ce qu'une autre substitution? Une autre couche, dissimulant le véritable passé? Que se passera-t-il ensuite? Qui contrôle l'histoire? Et surtout, sommes-nous prêts à connaître les réponses? Si elles s'avèrent bien plus effrayantes que les mensonges des manuels scolaires.